Ce qui me paraît le plus évident sur le plan d'une société qui se cherche, c'est cet antagonisme fort entre l'autonomie de la personne et la vulnérabilité de la personne. Bien évidemment, l'autonomie de la personne, on nous a appris que c'était un élément essentiel. Je ne décide pas à la place de l'autre. J'écoute l'autre et il est une personne à part entière. Et donc, de cette personne à part entière, je prends sa part de décision et sa part de liberté. Mais en même temps, nous sommes confrontés à des situations médicales qui décident à la place des déments, à la place des mourants, à la place des nouveau-nés, dans des situations où il n'y a pas de relation à l'autre, où il y a moins de relation à l'autre. Et donc, on se trouve dans un paradoxe où on finirait par dire que l'absence d'autonomie et l'absence de relation à l'autre vaut absence de dignité. Et c'est bien là le danger. Et autant, lorsque la vie commence, à la fois dans les pratiques médicales, on se permet beaucoup plus de choses, parce que cette vie peut-être ne vaut pas la peine d'être vécue et on ne la fera pas vivre parce qu'on est à l'aube de la vie. Mais en même temps, il y a ce champ de l'espoir d'une vie accomplie qui vient derrière. En revanche, lorsqu'on est en fin de vie, on a un peu tendance à penser que finalement, cette période grise entre la vie heureuse et la disparition ne mérite pas obligatoirement d'être vécue et en tout cas mérite d'être écourtée. J'ai lu récemment avec intérêt que les deuils qui se faisaient de manière le plus apaisée se faisaient pour les aidants ou les familles dans des personnes qui mouraient, entre guillemets, et excusez du terme, dans ce qu'il a de violent, entre 3 et 6 mois. La société a plus ou moins considéré qu'au fond, la mort subite, c'est violent, que bien entendu, se lever le matin, recevoir un coup de fil qui vous apprend le décès d'un être que vous aimez, c'est une blessure profonde avec tout le regret et pourquoi j'ai pas dit, et pourquoi j'ai pas fait, et pourquoi j'ai pas eu le temps d'eux. Mais en même temps, l'épuisement physique et moral de ces morts qui ne veulent pas mourir est quelque chose qui rend à la société l'idée que passer un certain délai, ça suffit. Et donc, passer ce certain délai, c'est impalpable, mais le fait qu'il y ait ce délai de 3 mois à 6 mois, ça veut bien dire que finalement, une fin de vie, ça ne doit pas être brutal, mais ça ne doit pas durer trop longtemps. Dans les deux cas, la société en est pénalisée. Elle en est pénalisée quand c'est violent parce qu'il y a un arrêt du vivant interpellé, interloqué dans ce manque qui lui arrive brutalement et auquel il n'a pas eu le temps de s'habituer. Mais la durée de l'accompagnement ne doit pas être non plus trop long parce que après la société souffre de la carence participative de l'individu aidant à la société. Du moins, c'est la vision un peu manichéenne qu'on a, parce qu'on a toujours considéré que finalement, l'aidant familial, il est parti de l'espace sociétal et qui ne rend pas service à la société. Et que tout irait beaucoup mieux si ces fins de vie pouvaient être raccourcies. Dans ce débat, dans cette vision moderne, entre guillemets, il y a un élément supplémentaire, c'est que si vous êtes mort avant de mourir, il n'y a vraiment plus aucune raison que vous viviez. Et donc la mort sociétale, le premier mort, c'est l'isolement, c'est de rester chez soi, d'être confiné dans un espace de protection et en même temps de solitude. Eh bien, c'est le premier retrait de la vie et donc le début de la mort sociétale. Et puis il y a une autre forme de mort sociétale qu'on connaît aussi, c'est l'enfermement en institution, en considérant que quand on a franchi la porte, c'est un peu comme la porte d'enfer de Dante, lasciate tutta speranza a voi che entrate, abandonnez tout espoir, vous qui entrez par cette porte, parce qu'il n'y a pas de retour. Et c'est une des réflexions qu'on doit avoir dans la mobilité et dans la souplesse de l'organisation qui s'accommode mal des systèmes rigides et des systèmes contraints. Quand je bouge plus, je suis hors social,
Mais quand je parle plus, et quand je m'exprime plus, et quand je transmets plus, alors là, je suis mentalement mort. C'est une étape de plus à franchir. Et donc, celui qui est en face, il reçoit avec une extrême violence cette incapacité à communiquer et à communiquer sur ce qui est une négation de la réalité. Où tu as mis les clés, je te les ai mis dans la main. Hier soir, il s'est passé ça, c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Et donc il y a cette exaspération de l'entourage qui voit se perdre cette autonomie au sens de liberté d'aller et venir et de penser, et qui fait qu'on a utilisé, et vous le savez mieux que moi, les termes d'exil en soi-même, d'enfermement en soi-même, voire de cloisonnement de la pensée, être étranger à soi-même et être étranger aux autres. Et donc, face à la mère qui ne vous reconnaît pas, c'est forcément à la fois une réaction de profonde tristesse, parce qu'il y a une perte de soi, mais en même temps, l'aidant voit en même temps une violence faite à lui-même qui renvoie son agressivité vis-à-vis de la personne qui ne la reconnaît pas, en même temps qu'elle ne reconnaît pas sa pensée. Alors bien sûr, là, il faut aussi ne pas être manichéen et bien se rendre compte qu'il y a tellement de degrés. Et surtout, il y a un élément majeur dans la vie, la mort et les facultés cognitives, c'est leur fluctuation. Nous sommes tous parcourus par des désirs de mort et des désirs de vie que nous apprécions dans un contexte qui est la situation vécue. Autrement dit, si je vous fais le coup d'une association qui parle de dignité, je vous dirais, vous préférez mourir avec un Alzheimer qui dure 5 ans ou mourir avant que vous soyez totalement dégradé? La réponse, s'il y en a un qui lève la main en disant non, je veux absolument être profondément dégradé, faire souffrir l'ensemble de ma famille et coûter cher à la société, alors là, il faut se poser la question. Mais c'est peut-être comme ça que les gens posent la question sur la vie et la mort en fin de vie. En réalité, ces courants de mort, ils nous parcourent. Et je dirais qu'au fond, plutôt que d'être lénifiant en disant c'est insupportable de souhaiter la mort d'eux, il faut plutôt l'accepter comme une réalité, et une réalité que nous devons assumer. Oui, de temps en temps, nous sommes parcourus profondément par cette idée qu'il aurait mieux valu qu'il meure avant, et qu'il vaudrait mieux qu'il meure maintenant, plutôt que de continuer à mener une vie qui me fait souffrir de le voir souffrir, ou plutôt qui me fait souffrir de l'imaginer souffrir. Dans cette situation-là, si on commence à prendre la réalité, on sort de la culpabilité, qui est quelque chose que les aidants en matière d'Alzheimer vivent comme des drames, parce qu'à la fois, ils voudraient cogner sur cette personne qui ne les reconnaît pas, ou qui n'apprend pas, ou qui oublie en permanence, ou qui est toujours en dehors des clous qui lui viennent de lui être définis. En même temps, ils souhaitent que les choses s'améliorent, s'arrêtent, mais peut-être s'arrêtent aussi définitivement pour elle. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'on a une société qui est très encore tranchée, ou bien on dit il faut leur donner la mort parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, ou bien on va dans l'autre sens et on dit on doit les aimer comme s'ils étaient comme avant et leur parler comme avant. Et bien justement, il ne faut pas leur parler comme avant. Et dans cette recherche non pas de ce reste d'humanité, puisque l'humanité est totale, mais dans ce reste de relation à l'autre, il ne faut pas essayer de plaquer nos idées, et il faut essayer de recevoir ces parcelles de contact qui peuvent encore émerger même en période la plus avancée de la vie. Là-dessus se pose évidemment pour le soignant, le professionnel, le vrai, le vrai soignant, celui qui est impliqué professionnellement dans cette démarche. Qu'est-ce que c'est que le juste soin? Et alors le juste soin, il se pose à tous les niveaux. Il se pose bien sûr au moment de la vie et de la mort. Est-ce que je dois réanimer cette personne qui a un infarctus massif et qui est atteinte d'une maladie d'Alzheimer évoluée?
c'est une question qu'on peut poser en ces termes-là. Et on peut se poser évidemment la question de se dire, si on n'y a pas antérieurement réfléchi, on se trouve totalement démuni dans ces situations où l'urgence prime toujours la vie par rapport à la personne, et où donc on peut voir des situations un peu extrêmes dans lesquelles on réanime au-delà du nécessaire des personnes qui déjà sont dans un parcours de vie qui semble que nous sommes en fin d'accomplissement plutôt qu'en recherche de ressuscitation. Deuxième élément, il est aussi l'élément du soin lui-même. Est-ce que je laisse les choses, entre guillemets, se dégrader, ou est-ce que je suis là en tant que porter l'entrave à cette dégradation qui me paraît inéluctable et qui en même temps ne peut pas être une fatalité pour le soignant? Et qui décide du juste soin? Est-ce que je le juge à l'aune de ce qui reste de relation? Est-ce que je le juge à l'appréciation de l'épuisement de la famille? Est-ce que je le juge à la capacité d'une société de mettre en œuvre une action envers les plus vulnérables? C'est une question qu'on doit se poser à tous les étages, et où là aussi la collégialité, le débat est un élément essentiel, à la fois pour se rassurer et pour choisir la voie juste, c'est-à-dire la voie équilibrée. Qu'est-ce que c'est qui est acceptable et qui n'est pas acceptable? Et qu'est-ce que c'est qui est le juste soin en situation où, dans ce qui reste de peu de liberté, est-ce que je crée une intrusion supplémentaire? Est-ce que je ne dois pas, à un moment donné, le terme que je n'aime pas, bien que je l'ai inventé, laisser mourir, plutôt que de se trouver dans la situation où je m'acharne à maintenir une vie dont on voit très bien qu'elle a dépassé les limites de l'acceptable? Quelle vie vaut la peine d'être vécue? Et c'est donc la question à laquelle vous avez répondu ou débattu cet après-midi. Et là aussi, je ne voudrais pas qu'on tombe dans une situation facile en disant toutes les vies valent d'être vécues. Oui, toutes les vies valent d'être vécues, sauf qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir si le traitement de survie que je suis capable de mettre en œuvre parce que je suis doté d'une médecine excessivement moderne, est-ce que cette vie que je pourrais qualifier à ce moment-là à l'extrême de purement biologique, est-ce qu'elle doit mobiliser l'action? Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où, dans l'histoire, non pas dans le ponctuel, mais dans l'histoire de l'individu, il y a un moment où on a le sentiment que les choses sont accomplies et qu'on doit, plus pour lui que pour tous les autres, les aidants, les soignants, la société, faire en sorte de le laisser partir de manière apaisée. Et ce débat, il restera. Et tant qu'il reste, il nous sauve. Le jour où le débat est tranché dans un sens ou dans un autre, eh bien, il nous détruit, parce qu'il détruit le questionnement, il détruit le doute utile et fertile, il empêche de dialoguer et il catégorise les situations. Donc, posons-nous toujours la question, est-ce que je suis dans le juste soin, et est-ce que le traitement que je mets est proportionné à la situation face à laquelle je me trouve, et en le faisant, en se posant la question en respect de la dignité humaine de la personne, mais en même temps sans vivre la pression que peuvent exercer dans des situations d'épuisement des aidants ou même des soignants. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu? On le lit dans la parole de l'autre, on le lit dans le regard de l'autre. Je cite souvent Emmanuel C., la phrase de Sartre qui dit « on n'a jamais honte tout seul ». C'est quand vous regardez quelqu'un et qu'il vous fait honte qu'il a honte. Et la honte est un sentiment qui devrait être banni totalement de la société parce qu'il n'a aucune valeur positive. C'est une destruction, c'est une faute qui s'ajoute à la faute présupposée et qui empêche chacun de pouvoir évoluer vers l'autre. Donc la honte, et en plus, elle verticalise les rapports. C'est quelque chose qui doit être définitivement supprimé. Je dirais, comme il y a des sociétés de honte ou des sociétés de culpabilité, si vous ne choisissez pas la honte, vous choisissez d'être coupable, vous pourrez peut-être aussi choisir d'être ni coupable ni honteux et essayer d'évoluer ensemble dans une société de raison libérée, hein, de
de ces poids de péché originel qui quelquefois entravent la vision réelle de lui-même dans l'autre. Je ferme ma parenthèse, mais donc si on n'a pas honte tout seul, eh bien tant que le regard de l'autre est un regard qui est un regard vers une personne humaine, eh bien la personne qui elle vit cette difficulté pendant toute cette période où il y a un débat entre elles, où il y a ces fluctuations de lucidité, de perte de lucidité, de prise en compte par elle-même de ses difficultés, où elle se rend bien compte qu'elle est en difficulté, eh bien, à la fois ne pas nier l'existence des troubles, c'est rien, c'est pas grave, j'ai lu ça aujourd'hui dans le journal, t'as mis la carte bleue dans le frigidaire, mais c'est rien, non, c'est pas rien. Mais en même temps, c'est pas grave. C'est grave à partir du moment où ça apparaît pour la famille et pour les aidants comme une fatigue et comme un élément de désespoir. Parce que non, alors si elle continue à mettre le beurre dans la poche et la carte vitale dans le frigidaire, ça veut dire que j'y arriverai jamais. Et donc il y a un élément de découragement. Mais en dehors de ça, trouver l'espace dans lequel ni on rend honteux, ni on nie l'existence de troubles et on essaie d'accompagner. Accompagner, on a l'habitude de dire que c'est être à côté, mais c'est presque être juste derrière. Essayer de plaquer des idées sur la personne qui est en difficulté, c'est quelquefois accroître sa difficulté. Puisque tu n'y arrives pas, je vais te faire des mots croisés. Voilà, comme ça, elle est bien devant l'impasse, et à la fin de l'impasse, moi je suis désespéré parce qu'elle n'a pas fait les mots croisés, et elle est désespérée parce qu'elle n'a pas pu faire les mots croisés. Et donc, il faut être un peu derrière et pas un peu devant. Et les médecins ont toujours tendance à être un peu devant et un peu au-dessus. Là, il faut qu'ils se mettent à niveau et en même temps qu'ils soient dans un dialogue où on retrouve quand même la personne humaine. Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais terminer. S'il y a eu encore cette part de lucidité, et même s'il n'y avait plus de lucidité du tout, l'histoire de cette personne porte en elle une forme de volonté, de lucidité, qui en fait une personne humaine. Et donc, à la fois, sur le plan général, là aussi, on pourrait dire, ben, c'est facile à dire, on va dire, on ne peut nier jamais l'existence de la personne humaine. Comme ça, on est tranquille, on a émis un principe. Mais comme dans une casuistique, il faut redescendre dans l'éthique et se questionner dans la situation. Et quand on se questionne dans la situation, ce n'est pas le principe général qui prévaut. C'est le fait de dire, eh oui, pour moi et pour elle, je vais trouver dans cette altérité, je vais faire émerger ce qui est encore une personne humaine. Et peut-être que le fait de parler à quelqu'un qui ne vous répond pas, c'est aussi une façon de la considérer comme une personne humaine. Et il me semble aussi qu'en fin de vie, l'espace que certains pensent inutile, parce qu'il est l'espace agonique, pourquoi nous défendons cet espace? On le défend d'abord parce qu'il peut y avoir des relations, il peut y avoir un mot, il peut y avoir une recommandation, il peut y avoir un pardon, il peut y avoir un secret qui est levé. Et donc, cette parole de fin de vie, elle émerge comme une lumière, au contraire, qui va permettre à celui qui part de partir, mais qui va permettre à celui qui reste de survivre. Eh bien, peut-être que même quand on ne vous répond pas, ce que vous avez dit aux mourants qui ne peuvent pas vous donner de retour, ça aide ceux qui restent à survivre. Et donc, je pense que c'est intéressant sur le plan éthique, mais c'est même intéressant sur le plan socio-économique. Avoir des hommes et des femmes qui survivent à la perte, à la double perte, la perte de la relation, puis ensuite la perte de la chair et de la vision humaine, et qui y résistent mieux, c'est mieux pour une société. C'est une société qui se porte mieux d'avoir parlé avant que d'avoir vécu, comme on le disait au début, la mort brutale ou la mort sur laquelle on n'a plus rien à se dire parce que rien ne revient et qu'on a l'impression, comme dans un tonneau de Danaïde, on reverse des phrases d'amour qui ne reviennent pas. Les phrases d'amour vous reviennent. Voilà. Et la capacité justement de l'individu qui ne parle plus, c'est de vous renvoyer quand même ce que vous lui dites. Et donc, ça n'aurait que cette utilité. Et ça en a d'autres à mes yeux. Ça n'aurait que cette utilité, ça a une forte utilité. Et puis il y a une dernière question, c'est je ne sais pas ce dont tu es capable. C'est-à-dire quand je suis en face du mur, je ne sais pas
qui est entendu, je ne sais pas la part de lucidité, je ne sais pas ce qui est perçu. Et puisque je ne sais pas ça, eh bien, de la caresse au verbe, du geste à l'entourage, il y a peut-être quelque chose qui passe. Et cette part-là de peut-être, hein, c'est une part d'espoir. Et cette part d'espoir, la détruire, c'est détruire non seulement la personne qui est en face, parce que ça veut dire que je renonce à toi en tant que personne à qui je parle, mais je renonce à moi-même. Et donc une société qui renoncerait en tant qu'elle-même envers les plus vulnérables, elle renoncerait à ce qu'elle a d'essentiel. Et donc, finalement, dans le plus grand des pragmatismes, peut-être il faut... il a dit que j'étais du Sud, je suis encore plus du Sud que ce qu'il dit, puisque le nom se termine en I, et donc je suis entre le Maghreb et le continent, donc il y a dans les traditions méditerranéennes, on veille les morts et on leur parle. Voilà. Après, vous dites toujours à quoi ça sert tout ça, c'est des trucs archaïques, ça apporte rien. Non, non, ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup de parler aux morts même quand il est mort. Et donc ça apporte encore plus de parler à celui qui va mourir pendant qu'il est vivant, parce que il renvoie toujours quelque chose. Et si le mort, quand il est mort, il rayonne encore de la lumière qu'il vous a apportée quand il était vivant, il peut rayonner aussi lorsqu'il est en fin de vie et que sa vie est accomplie, d'un certain nombre d'éléments qui font que on ne va pas avoir moins de deuil, on ne va pas avoir moins de souffrance, on va avoir probablement moins de remords et moins de regrets, et probablement plus envie de continuer à vivre. Voilà ce que je voulais vous dire, en m'excusant encore d'avoir probablement dit des choses que vous aviez déjà entendues, et d'avoir un peu répété ce que dit si bien et mieux que moi Emmanuel.